Le Machu Picchu est un exemple époustouflant du génie technique des Incas. Ces derniers ont construit les palais, les temples, les terrasses et les infrastructures du Machu Picchu en utilisant la pierre. Perchée dans les nuages du Pérou, une cité insoupçonnée se dresse. Pendant plus d'un siècle, Machu Picchu fut tour à tour palais, forteresse, temple. Et si tout ce que nous pensions savoir était faux? Les Incas sont réputés pour leur incroyable maîtrise de la pierre, notamment grâce à la technique de l'asclépiade. Les pierres s'emboîtent et s'emboîtent qu'entendent parfaitement sans mortier. Ils ne disposaient pas des technologies avancées d'aujourd'hui. C'est donc une véritable merveille. Maedeu, c'est qu'en 2025, des scientifiques ont découvert un secret enfoui sous ces pierres depuis 500 ans. Et une fois que vous l'aurez entendu, vous ne regarderez plus jamais cette merveille de la même façon. Restez avec moi, car la révélation finale va vous sidérer. Le siècle de la confusion. En 1911, le professeur Hiram Bingham de Yale se fraya un chemin à travers l'épaisse végétation des Andes et découvrit des ruines qui stupéfiant le monde entier. La cité semblait défier la gravité, bâtie sur une crête extrêmement fine à 430 mètres d'altitude. Des terrasses surplombaient des rochers. Des temples dominaient des précipices vertigineux et des murs de pierre s'élevaient à pic des nuages. De l'extérieur, elle paraissait immuable, comme si le temps l'avait oubliée. Bingham était convaincu d'avoir découvert la légendaire cité perdue des Incas, mais les Quechua qui y vivaient ne l'avaient jamais oubliée. Pourtant, dès le départ, le site soulevait plus de questions qu'il n'apportait de réponses. Machu Picchu n'était pas relié au reste du royaume par de larges routes, contrairement aux autres cités incas. On n'y trouvait aucune trace de routes commerciales animées, de marchés grouillants ou de grands quartiers résidentiels. Ces jardins étaient magnifiques, mais pas assez vastes pour nourrir une population nombreuse. Le site ressemblait moins à une ville florissante qu'à un puzzle taillé dans la pierre. Cette contradiction était difficile à comprendre pour les experts. Pourquoi les Incas avaient-ils construit un édifice aussi somptueux dans un lieu si reculé et dangereux? La colline sur laquelle il se dresse est instable et étroite, bordée de falaises plongeant à près de 500 mètres dans le fleuve Urubamba. Les pentes environnantes, abruptes et rocailleuses, ne se prêtaient pas à une agriculture à grande échelle. Ce choix paraissait insensé pour un royaume réputé pour son efficacité et son savoir-faire logistique. L'histoire devint encore plus étrange au fil du 20e siècle. Les temples étaient parfaitement alignés sur les solstices et les phases de la lune. Les murs sont si étroits que même un brin d'herbe ne pourrait pas se faufiler entre les interstices. Chaque détail semblait souligner l'importance de la cérémonie, mais rien ne répondait à la question principale. Pourquoi était-il là? Au lieu d'éclaircir les choses, l'étude les a rendues encore plus confuses. La découverte de Bingham a encore compliqué la situation. Il a emporté des centaines d'artefacts à Yale, ce qui a engendré un différend avec le Pérou concernant la propriété du site, différend qui a duré un siècle. Sa description du lieu tel que découvert a contribué à un récit occidental qui occultait la mémoire collective indigène. Les interprétations étrangères de l'histoire ont primé sur les informations locales. Dès le départ, le caractère du cours de Machu Picchu a été façonné par la perception qu'en avaient les personnes extérieures au Pérou. La géographie a rendu le paradoxe encore plus frappant. Le Machu Picchu et le Hina Picchu sont deux collines escarpées qui se dressent entre la ville et le Machu Picchu. La cité se dresse sur une crête sculptée par le courant incessant du fleuve. Les sentiers y menant serpentant à travers d'épaisses forêts de nuages et des falaises escarpées. Contrairement à la capitale Cusco, elle ne bénéficiait d'aucune route commerciale importante. Dans une société fondée sur les relations, un tel site semblait voué à l'isolement. Son éloignement posait de réels problèmes. Approvisionner les ouvriers en nourriture, outils et pierres devait être un véritable casse-tête. Les terrasses creusées à flanc de collines permettaient quelques cultures, mais pas suffisamment pour faire vivre des milliers de personnes à l'année. Déplacer d'énormes blocs de pierre sans roues ni chevaux de trait rendait l'exploit encore plus impressionnant. D'un point de vue pratique, la construction du Machu Picchu semblait impossible.
Les risques étaient également évidents. Chaque année, la région reçoit près de 2,0 mm de pluie, provoquant inondations et érosions. La moindre erreur était fatale, car les falaises plongeaient à pic. Un simple glissement sur les sentiers pouvait être fatal. La pluie fragilisait les fondations et rendait même les escaliers les mieux construits moins stables. À tous égards, c'était le dernier endroit où une ville aurait dû être construite. L'archéologie le prouve. Machu Picchu ne semble pas avoir été habité toute l'année. La plupart des ossements retrouvés appartiennent à des ouvriers et des serviteurs, et non à des familles. Cela laisse penser que la zone n'était pas un centre urbain permanent. Son caractère dangereux et isolé suggère qu'elle était destinée à un tout autre usage. Pourquoi construire ici si ce n'était pas utile? Les Incas étaient en un passé maîtres dans l'art de la planification. Ils étaient incapables d'organiser des dizaines de milliers d'ouvriers et de construire des routes à travers un terrain qui, en temps normal, ne s'y prêtait pas. Ils ne gaspillaient rien. Machu Picchu ressemble moins à une erreur qu'à un choix délibéré. Mais que se passerait-il si, pour une raison ou une autre, les pierres sous le Machu Picchu racontaient une histoire plus ancienne et plus étrange que les ruines que les touristes escaladent chaque année, la percée de 2025. Depuis plus d'un siècle, archéologues et chercheurs s'attachent à percer le mystère culturel des temples, terrasses et ouvrages en pierre du Machu Picchu. Mais l'arrivée des géologues, en 2025, a tout bouleversé. Le projet, dirigé par le scientifique brésilien Rualdo Menago, a utilisé des outils habituellement dédiés à l'étude des séismes. Au lieu de chercher à savoir qui avait bâti la cité, ni pourquoi, les chercheurs se sont intéressés à ce qui se passait sous la surface. Ce changement d'approche a permis de résoudre des énigmes qui avaient déconcerté les experts pendant des décennies. Tandis que les archéologues étudiaient les artefacts, les géologues s'attachaient à comprendre les mécanismes géologiques sous-jacents. Ils ont observé les mouvements de la roche sous la ville et, grâce à des images spatiales, ont mis au jour des failles jusque-là invisibles. Le géoradar a révélé la structure du sous-sol et la résistivité électrique a permis de vérifier la conductivité des fissures. Grâce à la myontomographie, une technique utilisant les rayons cosmiques, les chercheurs ont pu sonder le cœur de la montagne. Toutes ces méthodes ont abouti à la même conclusion. Le Machu Picchu est non seulement bâti sur une montagne, mais il se situe également à la confluence de deux puissants systèmes sismiques, formant ainsi un immense X naturel. Ce n'était pas une erreur. Pour la première fois, la science suggérait que les Incas avaient peut-être choisi cet endroit à cause des fissures, et non parce qu'il ne leur plaisait pas. Aujourd'hui, les ingénieurs perçoivent les failles comme des signes de danger. Pour les Incas, il y avait là une opportunité. La faille naturelle en forme de X était bien plus qu'un simple symbole. Elle créait des voies d'écoulement pour l'eau de pluie à travers la montagne, un principe qui explique le fonctionnement encore actuel du célèbre système de drainage de la cité. Les Incas ne luttaient pas contre les rivières. Ils utilisaient plutôt les fissures de la montagne comme un système de canalisation. Ces fortes pluies qui auraient pu détruire le site l'ont emporté sans le blesser, laissant derrière elles des terrasses et des fondations qui résisteront à l'épreuve du temps pendant des siècles. La faiblesse de la roche s'est révélée être sa force. Cette symbiose naturelle se retrouve également dans le travail de la pierre. Nombre de blocs n'ont pas été déplacés de loin, ils ont été extraits directement de la roche-mère. Les fissures naturelles ont préparé les joints, facilitant ainsi la taille des gros blocs de granit. La nature même de la roche a permis une utilisation ingénieuse de ce qui semblait être un travail ardu. Le terrain fournissait à la fois les matériaux et les ressources. Méthode. Même les édifices sacrés étaient alignés sur ces fissures. Certains bâtiments furent construits le long de failles, comme suivant un quadrillage invisible depuis le sol. Ce choix était mûrement réfléchi. Le fait qu'ils aient cartographié leurs espaces spirituels et pratiques sur les lignes de force naturelles montre que les Incas utilisaient la montagne comme modèle. Ils ne luttaient pas contre la nature, mais travaillaient avec elle. Les géologues affirment que ces fissures ont également renforcé la cité. Lors d'un séisme, la roche solide peut se briser, mais la roche fracturée répartit l'énergie sismique.
Il est possible que les Incas aient protégé Machu Picchu des tremblements de terre en construisant sur un terrain fracturé. Ce qui semblait être un risque s'est avéré être un moyen de survie. Ces nouvelles informations modifient notre compréhension de l'emplacement de la cité. Auparavant, les chercheurs pensaient que Machu Picchu avait été choisi en raison de sa situation géographique ou des routes commerciales. La géologie démontre aujourd'hui que ce site a été choisi pour exploiter l'énergie de la roche. Les Incas n'ignoraient même pas le danger. Au contraire, ils l'ont anticipé. Ils considéraient les imperfections comme des atouts. Alors que les ingénieurs modernes les perçoivent comme des problèmes, cette approche se retrouve dans leur maîtrise de l'eau. De fortes pluies dans les Andes auraient pu faire disparaître l'endroit, mais les fissures fonctionnaient comme des veines, canalisant l'eau excédentaire de manière contrôlée. Les drains en pierre n'ont pas empêché l'érosion. Au lieu de cela, ils ont sublimé les atouts naturels de la montagne. C'est cette relation privilégiée qui a permis au Machu Picchu de résister aux tempêtes pendant des siècles. Il y a aussi une dimension morale à cela. Les Incas considéraient les montagnes comme des êtres sacrés, emplis de puissance. Construire à l'intersection de deux lignes sismiques n'était pas seulement pratique, c'était aussi symbolique. Le grand X sous le Machu Picchu unissait la terre, le ciel et les hommes en un seul lieu. Les géologues ont peut-être perçu les fissures du sol comme des passages sacrés pour les Incas. Cela explique aussi la précision de la maçonnerie. Pendant des générations, les chercheurs n'ont pas compris comment d'énormes blocs de roche pouvaient être taillés avec une telle précision. La réponse se trouve dans la roche elle-même. Les fissures permettaient de façonner les pierres facilement, sans outils si complexes. Cette utilisation ingénieuse de la nature semblait être un art perdu. Ainsi, le Machu Picchu est bien plus qu'un simple édifice magnifique. C'est une œuvre d'art pour la terre. Chaque terrasse, chaque canal, chaque mur témoigne du dialogue entre l'homme et la nature. La roche offrait aux Incas fissures, cours d'eau et pierres, qu'ils ont utilisés pour bâtir une cité qui se dresse encore aujourd'hui, les dons secrets de la pierre. Les rochers de ce qui entoure le Machu Picchu sont composés de granit, l'une des rochers les plus dures au monde. Habituellement, il faut beaucoup de travail et d'outils lourds pour tailler le granit. Mais ici, la nature avait déjà accompli une grande partie du travail. En raison des failles qui traversent la colline, la pierre était constamment soumise à des contraintes, ce qui la fragmentait en blocs. Les Incas n'avaient qu'à tailler et fendre ces morceaux, ce qui leur permettait d'assembler de grosses pierres avec une telle précision, sans utiliser de mortier. Grâce à cette carrière naturelle, les bâtisseurs n'avaient pas besoin de transporter des blocs depuis des pentes éloignées. Ils pouvaient même utiliser les roches déjà présentes sur le terrain. Cela facilitait grandement le travail, et c'est pourquoi la construction a progressé si rapidement avant l'invention du fer ou des roues. C'était une utilisation très ingénieuse d'une montagne déjà riche en pierre pour atteindre une productivité qui semblait impossible. Le choix de l'emplacement a peut-être même été influencé par le fait que la roche était fragmentée. Les Incas n'ont pas choisi n'importe quelle crête. Ils en ont choisi une aux fissures naturelles qui recelaient des richesses prêtes à être travaillées. Ce que d'autres voyaient comme des rochers, ils le considéraient comme une boîte à outils en pierre. Les cendres du Machu Picchu sont célèbres pour leurs blocs si rapprochés qu'il est impossible d'y glisser un couteau. C'est à partir de cette arête de carrière que tout a commencé. Lorsque les pierres étaient cassées le long de failles naturelles, puis façonnées à l'aide de percuteurs, les arêtes étaient extrêmement tranchantes. Grâce à cette méthode, des murs furent construits qui ont résisté aux tempêtes pendant des centaines d'années. Les Incas ne luttaient pas contre la nature. Au lieu de cela, ils ont laissé la montagne se construire d'elle-même. Cette carrière naturelle témoigne que le Machu Picchu était bien plus qu'un simple édifice. C'était aussi une relation intime avec la nature. Les Incas percevaient des motifs dans la roche brisée et les utilisaient pour bâtir des temples, des terrasses et des habitations en harmonie avec leur environnement. Plus on observe ces fissures, plus il devient évident que le choix de cet emplacement n'était pas fortuit. L'eau a également contribué à la formation de la cité.
Dans les hautes Andes, l'eau potable n'est pas toujours garantie. Mais près du Machu Picchu, une source jaillissait de la roche brisée à proximité de la montagne. Les failles de la Les failles de la roche agissaient comme des canaux pour diriger l'eau de pluie vers ce réservoir naturel. Les Incas exploitèrent moins la source et creusèrent un canal de 750 mètres qui alimentait 16 cascades de pierres disséminées dans la région. Ce système, en plus d'être efficace, permit la survie de la cité à 200-400 mètres d'altitude. Sans lui, elle n'aurait pu subvenir aux besoins de ses habitants. Au lieu de cela, elle alimentait en haut les lieux où se tenaient seigneurs, ouvriers et cérémonies. Les fontaines symbolisaient bien plus que l'abondance. Elles représentaient l'ordre et la bienveillance divine. Les sources revêtaient également une importance spirituelle. Pour les Incas, elles étaient des liens sacrés entre le ciel et la terre. La source d'eau de Machu Picchu conférait à la cité un caractère à la fois pratique et sacré. L'eau courante était essentielle pour la consommation, mais elle constituait aussi une véritable bénédiction. D'après une nouvelle étude, ce système d'approvisionnement en eau ne se contentait pas d'assurer la sécurité des habitants. Il enrayait l'érosion des collines escarpées en canalisant les eaux de ruissellement vers des cours d'eau aménagés. La source n'était pas un simple atout. Elle protégeait également la cité des inondations qui auraient pu la détruire. Les premiers voyageurs n'ont pas perçu l'importance cruciale de cette source lors de la découverte du Machu Picchu. Aujourd'hui, les archéologues affirment qu'il s'agissait de l'un des systèmes d'approvisionnement en eau les plus perfectionnés d'Amérique du Nord avant Christophe Colomb. On n'y trouve ni pompe, ni canalisation. Au lieu de cela, les failles, les pentes et les chemins de pierre sont utilisés avec ingéniosité. Les Incas ont su tirer parti des fissures des montagnes, là où la plupart des gens n'auraient rien vu venir. La situation était encore plus périlleuse lors des fortes pluies. Chaque année, il tombe près de 2,0 mm de précipitations, une quantité suffisante pour déstabiliser des collines entières. Pourtant, le Machu Picchu se dresse fièrement depuis plus de 500 ans sans s'effondrer. Son maintien en état est dû à l'un des systèmes de drainage les plus ingénieux jamais construits. Les fissures des fissures qui laissent passer la pierre et l'eau permettent également à la pluie d'être évacuée efficacement. Les bâtisseurs ont disposé du gravier et du sable sur les pentes pour créer des couches filtrantes qui empêchent l'eau de stagner. Environ 60% du Machu Picchu est construit sous terre, au sein d'un réseau de drains et de supports invisibles. Ce que l'on voit aujourd'hui n'est que la partie émergée d'un véritable chef-d'œuvre d'ingénierie. Les balcons eux-mêmes faisaient office de filtre. Avant d'atteindre la roche-mère, la pluie traversait le gravier et la terre, dispersant ainsi l'eau hors de la cité. Cela a permis de maintenir la santé des sols et la stabilité des collines. Ce qui semblait être de simples techniques agricoles était en réalité un moyen de gérer les tempêtes. Sans ce réseau de drains, le Machu Picchu se serait probablement effondré en quelques décennies, comme d'autres cités andines. Les Incas, quant à eux, considéraient l'eau non comme une menace, mais comme une alliée. La géologie fut mise à profit dans la planification de la ville afin qu'elle s'intègre à la montagne au lieu de la combattre. Le génie du Machu Picchu ne réside pas dans la force brute. C'est un état d'esprit qui redéfinit notre conception de la construction des civilisations contemporaines. Un motif dissimulé à travers les Andes. Les géologues d'abord cru à une étrange erreur en cartographiant les fissures sous le Machu Picchu, mais ils ont rapidement constaté que ce schéma se répétait tout au long des Andes, de Cusco à Ollantaytambo. Il était courant que les villes et forteresses incas soient construites sur des failles et des zones de fractures naturelles. Ces lieux n'étaient pas des sites malchanceux, sujets à des séismes. C'étaient des emplacements stratégiques, soigneusement choisis, qui offraient déjà des avantages intrinsèques. Les Incas n'ont pas procédé au hasard. Ils ont suivi un plan inscrit dans la roche, invisible à l'œil nu. L'ethnogéologie, comme la nomment aujourd'hui les chercheurs, est la clé de cette observation. Au sens occidental du terme, il ne s'agit pas d'une science moderne, mais plutôt d'une compréhension culturelle profonde du territoire,
transmises de génération en génération. Pendant des siècles, les habitants de la région ont vu des roches se briser, des sources jaillir et des collines se déplacer. Ce savoir a été transmis aux Incas, qui l'ont utilisé avec une précision inégalée. La géologie est devenue un outil de planification et ils interprétaient les montagnes comme d'autres lisent un livre. En construisant le long des fissures, le royaume Inca parvenait à exploiter les ressources sans gaspillage. Les fissures dans la roche facilitaient l'accès à l'eau douce et des sources se formaient naturellement le long des failles. Les blocs de pierre pouvaient être taillés et transportés plus facilement dans les mines creusées dans ces mêmes fractures. Cela facilitait également la défense. Les falaises abruptes et les collines en forme de faille se transformaient naturellement en forteresses. Ils utilisaient la structure même des montagnes pour intégrer le territoire à leur royaume. Cusco était la capitale des Incas. La ville avait la forme d'un puma, mais son emplacement était déterminé par la roche et revêtait une signification particulière. Cusco se situe au point de convergence de plusieurs failles. Chaque faille amène des rivières et d'autres sources d'eau dans la vallée. Grâce à cela, des dizaines de milliers de personnes, même avec un réseau d'adduction d'eau simple, pouvaient avoir accès à l'eau potable. Ce qui semblait être un alignement magique était en réalité le fruit d'un savant mélange d'ingénierie et de travail de la roche. On retrouve ce même principe à Antas. Les terrasses sont construites sur des roches fracturées, ce qui facilite l'agriculture en canalisant l'eau de façon régulière. Des carrières se trouvent de part et d'autre de la vallée, reliées par des failles naturelles qui servaient autrefois de voies de transport. Même les murs de la forteresse s'appuient sur des crêtes formées par le relief. Ainsi, aucun ajout de briques n'est nécessaire. Les Incas n'ont pas cherché à conquérir ces terres. Au lieu de cela, ils se fondaient dans le paysage. Cette planification secrète, fondée sur la géologie, explique la croissance fulgurante du royaume Inca, sans roues, animaux de trait ni outils en acier. En exploitant les ressources naturelles, ils ont économisé d'importantes quantités d'efforts. La présence d'une source à une faille leur a dispensé de creuser des puits profonds. Une fissure naturelle a permis de tailler la pierre sans recourir à des explosifs ni à des ciseaux de fer. Leur royaume prospérait car il s'appuyait sur des raccourcis naturels déjà présents dans le sol. L'anthropologie et la géologie montrent que différents groupes autochtones appréhendaient la Terre de manière unique. La géologie occidentale n'a rattrapé les Incas que plusieurs siècles plus tard. Ces derniers connaissaient les failles géologiques par la simple observation du monde qui les entourait. Ils ne disposaient pas de microscope, mais leur patience et leur mémoire remarquable leur permettaient de se souvenir des choses. Chaque génération enrichissait une carte indiquant les mouvements de l'eau et les zones de fracture des roches. Cette carte devint le véritable fondement du royaume. Les Incas démontrent que la technologie peut prendre des formes très différentes de ce que la plupart des gens considèrent comme des machines, du métal ou des outils. Leur technologie reposait sur l'observation scientifique et se dissimulait dans les récits, les écrits et les édifices. Choisir des emplacements en fonction des zones de fracture était tout aussi novateur que d'utiliser aujourd'hui des satellites pour trouver des ressources. Leur méthode était différente car ils se basaient sur leur propre observation et sur des centaines d'années de données. Cette technologie, bien que discrète, ne laissait aucun vestige, mais elle permettait de gérer un royaume. Vus de loin, les Andes ressemblaient à une mosaïque de rochers, de vallées et de pierres. Mais pour les Incas, elles étaient une carte vivante des opportunités. Les failles se transformaient en routes de pierre et d'eau, les crêtes en murailles et les vallées en champs. Les villes de l'Empire n'étaient ben des pas disséminées au hasard. Elles étaient appelées nœuds d'un réseau secret. Difficile de passer à côté du génie de leur expansion une fois ce schéma compris. Le plus surprenant est que ce plan ne soit découvert que maintenant. Pendant des siècles, les érudites ont cru que les cités incas étaient construites pour être belles, protectrices ou revêtir une signification religieuse. Ces aspects étaient certes importants, mais une science bien plus vaste sous-tendait leur construction. Les Incas connaissaient la carte mieux que quiconque, car elle était façonnée par les Andes elles-mêmes. Les montagnes n'étaient pas pour eux des obstacles, elles étaient
les bâtisseuses silencieuses d'un royaume. La science sacrée des Incas. Pour les Incas, les chaînes de montagnes étaient bien plus que de simples rochers surgissant du sol. Elles étaient des appuis, des esprits veillant sur les montagnes, les rivières et les hommes. La terre était Pachamama, la grande mère qui prenait soin de tous les êtres vivants, les nourrissait et les abritait. Puisque la terre elle-même était sacrée, rien n'était considéré comme anodin. Construire, cultiver ou s'abreuver à une source n'était jamais qu'une question de survie. C'était un lien avec le monde vivant. À Machu Picchu, chaque choix était guidé par cette vision du monde. Le fait qu'un rocher fournisse eau, pierre et un abri n'était pas seulement utile, mais aussi un signe de la bienveillance divine. Si un lieu était propice à la fois à la survie et à la foi, il était choisi comme lieu de vie. Les Incas ne dissociaient jamais le sacré et l'utile. Ils dénommaient ça. Ils les considéraient bien comme les deux faces d'une même pièce. Ils estimaient avoir une dette envers les montagnes car ils avaient utilisé leurs ressources. La découverte de 2025 renforce encore cette idée. Sous d'importantes terrasses, les chercheurs ont mis au jour des dépôts rituels, tels que de petites pierres sculptées, des coquillages provenant de côtes lointaines et des offrandes brûlées. Il ne s'agissait pas de simples rebuts. Ces vestiges témoignaient d'une cérémonie préparatoire à la construction du Machu Picchu avant même l'utilisation d'outils. Aujourd'hui, les archéologues perçoivent la construction comme un défi d'ingénierie et une mission sacrée. Chaque mur était un appel à la terre vivante. Pour nous, cela peut paraître mythique. Pourtant, il s'agissait d'un système qui garantissait un équilibre parfait. Il respectait la provenance des ressources et la nature les nourrissait en retour pendant des siècles. Conçus dans le respect du sol, les terrasses agricoles ne s'effondraient pas. Les canalisations d'eau ne se rompaient pas, car on laissait l'écoulement naturel des montagnes s'opérer sans contrainte. Dans leur monde, il n'y avait pas de distinction entre culte et création. Le Machu Picchu n'est pas le fruit du hasard. Elle se dressait sur une colline entre des sommets sacrés, alignés avec le soleil au moment clé de l'année. Les bâtisseurs pensaient qu'en alignant leur cité sur les étoiles, la terre resterait fertile. Nous comprenons aujourd'hui que ce qu'ils considéraient comme une géométrie sacrée était d'une précision remarquable. Cette intention sacrée eut des effets concrets et bénéfiques. Les terrasses agricoles étaient conçues pour empêcher l'érosion des sols et imiter les flancs des montagnes sacrées. Les Incas pensaient que s'inspirer de la nature était une façon de lui témoigner leur amour. Les ingénieurs modernes y voient une méthode ingénieuse pour stabiliser la terre et l'eau. Leur foi les guida dans leurs décisions, essentielles à leur survie. Il était impossible de distinguer le mythe des mathématiques. Même les rivières avaient plusieurs significations. L'eau n'était pas seulement destinée à l'agriculture. Elle était aussi, à l'inverse, un don précieux pour la vie. Des canaux étaient creusés dans la roche pour ralentir le débit, prévenir les inondations et répartir l'eau équitablement. Parallèlement, les rituels considéraient l'eau comme un don sacré. Ils ont ainsi créé un système qui fonctionne encore aujourd'hui, alliant foi et physique. Une étude de 2025 met encore davantage en lumière cette dualité. Des relevés topographiques ont révélé l'existence de réseaux de canaux secrets qui purifiaient l'eau en la traversant, tel un filtre, avant qu'elle n'atteigne les cultures. Cette eau avait peut-être une valeur de purification spirituelle pour les Incas. Cela ressemble à de l'hydro-ingénierie de pointe. Cette superposition illustre comment la foi a engendré des idées nouvelles et durables. La véritable splendeur du Machu Picchu ne réside pas dans ses murs, mais dans le lien invisible qui l'unit à la montagne qui le maintient uni. Un chef-d'œuvre invisible. Pendant plus d'un siècle, le Machu Picchu a été considéré comme un paradoxe, une cité bâtie sur un terrain qui ne s'y prêtait même pas. Les historiens y voyaient une démonstration audacieuse de la domination humaine sur la nature, un château accroché aux Andes, comme pour prouver que les Incas pouvaient en survivre à la montagne. Mais de nouvelles découvertes bouleversent cette vision. Ils n'ont pas cherché à lutter contre la montagne. Au contraire, ils ont construit de manière à la mettre à leur service.
Leur succès ne tient pas à leur supériorité sur la géologie, mais à leur capacité à collaborer avec elle. Sous cet angle, ce qui paraissait incompréhensible auparavant prend tout son sens. Ces terrasses n'ont pas été aménagées par hasard ni par simple souci d'esthétique. Elles étaient comme des parties vivantes de la montagne, assurant la stabilité du sol, l'écoulement de l'eau et absorbant les chocs sismiques. L'emplacement des églises et des maisons suivait les reliefs naturels du socle rocheux, réduisant ainsi les risques d'effondrement. Même les célèbres escaliers et canaux ont été construits en épousant la pente du terrain et en assurant une évacuation sûre de l'eau, évitant ainsi les inondations. Au lieu de conquérir les Andes, les Incas ont laissé la montagne décider de la manière dont les choses étaient construites. Cette unité a transformé la signification du Machu Picchu. Le lieu n'était plus seulement un site sacré ou une résidence royale, mais aussi un laboratoire de vie commune. Chaque mur, chaque agencement de pierre témoignait d'un dialogue entre les hommes et la roche. Grâce à cette relation privilégiée, le Machu Picchu a résisté à des centaines d'années de tempêtes, de glissements de terrain et de tremblements de terre. Les villes modernes peinent à se prémunir contre les catastrophes, mais le Machu Picchu demeure debout car il fait partie intégrante de son environnement. Pour les Incas, la nature n'était pas à dompter, mais à comprendre et à honorer. Ce point de vue était à la fois profondément spirituel et très pratique. Les Andes étaient saintes sacrées, mais aussi dangereuses, et il fallait composer avec elles pour survivre. Cette idée est inscrite dans la pierre du Machu Picchu. Elle transforme ce qui semblait risqué en une prouesse d'ingéniosité. Les terrasses, les temples et la célèbre pierre d'Inihuatana sont les premières choses que les visiteurs aperçoivent en entrant dans le Machu Picchu. Mais ce qui fait la grandeur véritable de la cité est invisible. La ville reposait sur des fondations, des fossés de drainage et des couches de pierre invisibles depuis le sol. Les archéologues estiment aujourd'hui que plus de la moitié des travaux de construction ont eu lieu sous terre. Les ruines visibles ne sont que la partie émergée de l'iceberg. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à la liker, la partager et à vous abonner. Cliquez sur la vidéo suivante qui apparaît à l'écran pour découvrir d'autres contenus passionnants.